Je suis Karine Silla pour le Cinéma Show. Et moi, je suis Damien Bonnard pour le Cinéma Show. Et moi, je suis Vincent Pérez pour le Cinéma Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Ce soir, nous sommes donc très heureux de recevoir 3 invités de talent dans The Cinema Show. Karine Silla, réalisatrice, actrice et scénariste. Vincent Pérez, acteur, réalisateur, scénariste. Ainsi que Damien Bonnard, comédien seulement. Non, artiste. Artiste, Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, Bon. je sais pas. Prétentieux, mais non, mais c'est parce que. Pardon, c'est. Oui, non, mais non, je vais Je pas comprends. m'étaler sur Pas tout juste ça. pour s'arrêter au métier de comédien, parce que c'est plus que ça, quoi. C'est... Ben parce que. Ouais, non, mais non, ça va être très long si je me lance là-dedans. Mais, On a 3 heures. Acteur, non, mais. Acteur, ouais. Acteur débutant. Bon, déjà, bonsoir vous 3. Comment vous allez ce soir? On est face à vous, donc très bien. Oh, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Bien. Un peu fatigué, mais en même temps rempli de beaucoup d'expériences fortes avec la tournée du film et toutes les projections qu'on fait un peu partout en France, qu'on a fait à l'étranger. On était à Hong Kong, on était à Montréal et puis à Singapour, et donc du coup c'est vrai que c'est un moment intéressant. Bon, le film a bien tourné du coup. Alors vous venez nous présenter Une affaire d'honneur, votre nouvelle réalisation, Vincent. Comment il est né ce long métrage? Karine, tu veux répondre? Bah, écoute, c'est ton long métrage. Comment es-tu né mais dans elle était ton là, elle l'a imagination, vu, elle était témoin, non? dans ton imagination, Ouais. dans ce que tu trimbales en toi depuis quelques années maintenant. Quoi? On se connaissait déjà d'ailleurs, parce qu'on était meilleurs amis avant d'être mari et femme. Et Ah avant mais non, d'être bah là, attends, co-scénariste. excuse-moi, mais là c'est la co-scénariste qui parle. Bah oui, c'est ce que je dis. Donc j'ai vu germer en toi le film que tu as fait aujourd'hui. C'est Je ça. suis témoin de toutes ces années où tu as germé ce film en toi. Voilà. Et vous voulez donc absolument monter un film comme ça avec du duel? C'est quelque chose que En vous avez fait, envie je pense que depuis longtemps? j'avais en moi un film qu'il fallait que je trouve. J'avais aussi une sorte d'idées un peu comme ça qui se clarifiaient avec le temps et puis avec les expériences, avec le fait de regarder beaucoup de films. Et puis j'ai des longues périodes où je voyais beaucoup de films asiatiques avec les arts martiaux. J'ai trouvé qu'il y avait une beauté dans les gestes, c'est comme de la danse dangereuse avec des armes. Et puis les westerns aussi, ce côté, aussi ces ambiances. Et donc j'ai toujours pensé qu'il y avait là, aussi chez nous, en France, il y a aussi cette histoire. Je pense qu'on a eu dans le cinéma toute une période, effectivement, dans les années 40, 50, 60, un genre qui existait, qui était le film de KPIP. Et puis ensuite, ça s'est effrité, ça a un peu disparu, ça revient par soubresaut. Mais c'est vrai que le genre, à proprement dit, du film de combat, en fait, notre art martial à nous qui a vraiment existé, n'a jamais vraiment été exploré en France. Et donc, du coup, je me suis mis à rêver de faire ce film-là. Et donc, Karine, vous êtes arrivée sur le projet. Vous nous dites que vous l'avez vu germer, mais alors comment il s'est passé le travail de coécriture ensemble? En fait, donc Vincent a essayé de trouver le film qu'il avait envie de faire. Donc, il est passé de traitement en traitement. Et puis, nous, on est passé de conversation en conversation. Et puis, comme tout film qui germe, donc moi, je suis donc la co-scénariste. Donc, je suis là aussi au service de la mise en scène et du metteur en scène, de savoir quelle histoire exactement il veut raconter. Pour ma partie, la valeur ajoutée, je pense que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est les préoccupations sociales. Et donc, du coup, moi, j'aime retrouver des choses qui interrogent notre époque. Et en fait, donc explorer en fait les problèmes sociétaux d'aujourd'hui. Et vous, Damien, qu'est-ce qui vous a attiré du coup dans ce projet-là? Plein de choses, en fait. Ouais, ce que je disais hier soir aussi, de me retrouver à... déjà, il y a eu la rencontre en premier lieu avec le scénario, ensuite avec Vincent, on s'est vu, on se connaissait pas.
On sait pour se parler. Vous avez été pourtant dans des films communs. Oui, mais sans jouer jamais ensemble. joué ensemble, ouais. Et puis c'est pas se fréquenter entre acteurs, mais là là c'était aussi Vincent comme réalisateur et acteur, mais enfin là pour le coup c'était un. Enfin de toute façon on se connaissait pas en vrai, en vérité. Et on s'était pas non, on n'avait pas joué ensemble. Donc, voilà. Non. Et non. Après, c'était de rejoindre toute une troupe d'acteurs avec qui j'avais jamais eu l'occasion de travailler aussi. Parce qu'il y a plein de familles un peu comme ça. Puis il y a des gens avec qui on travaille souvent. Il y a des gens avec qui on est très proche dans la vie. Après, moi, ma vie n'est pas faite que de gens qui travaillent dans le cinéma, et heureusement. Mais il y a des gens, des actrices ou des acteurs dont je suis très proche, mais avec qui j'ai jamais eu l'occasion de travailler. Puis il y a des gens avec qui on travaille régulièrement. Enfin, c'est très bizarre ce truc d'ailleurs. Et puis là, donc, il y avait de rejoindre cette troupe-là que je découvrais. Il y avait tout ce qui était dit dans ce film-là, toute cette époque, qui étaient des choses que dont j'avais pas connaissance, même sur l'histoire de France. Puis plus toute même si c'est quand même complètement construit autour de choses qui ont existé, mais aussi toute la fiction qui m'embarquait là-dedans. Et puis le personnage, même si moi je fais, en vrai c'est pas de la fausse modestie ni du baratin, je fais jamais un film pour la partition du personnage qu'on me propose. C'est pas que je m'en fous, parce qu'en vrai ça compte, mais je fais un film pour l'œuvre en entier, pour l'œuvre d'art. Donc c'est-à-dire toute la troupe d'acteurs, l'image, la direction d'acteurs, d'actrices, la musique, le générique, l'affiche, enfin tout. Donc voilà, et je sais pas, il y avait tout ça. Et puis du coup Et ça a été compliqué d'ailleurs pour vous de retrouver, que ce soit au niveau des comédiens, donc vous deux, Vincent et Damien, mais aussi même au niveau de la réalisation, la musicalité des dialogues par exemple du 19e siècle, aussi la faisabilité des décors, tout ça. Est-ce que ça a été compliqué tout ça? Les décors, je laisse. En fait, non. En tout cas, la langue, ce que je disais, c'est que j'ai été bercée beaucoup de littérature, et que très empreinte de la littérature du 19e, et que en fait, elle est là quelque part en moi. Et en fait, c'est assez étrange la lecture, parce qu'on me demande toujours qu'est-ce qu'on doit faire pour écrire. Moi, je dis lire. Et en fait, on est imprimé en fait de la langue. Et en fait, il n'y a pas c'est assez, ça vient de manière assez fluide. C'est-à-dire quand on est dans cette époque, à partir du moment que l'écran est là et qu'on réfléchit cette période, il y a des mots, par exemple, dans la littérature du 19e qui sont utilisés, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et et en fait, donc, on pense, moi j'avais beaucoup, même Stendhal, j'adore cette langue. Et donc du coup, il y a les mots comme ça qui s'introduisent. Et puis aussi quand l'écran est là, que l'histoire est là, que tout le contexte sociologique est là. Et en fait, les personnages sont bien animés. Ensuite, la langue surgit. Non, parce que ce qui est étonnant, c'est que effectivement, on est dans un langage qui n'est pas le langage d'aujourd'hui, et à plein de titres, des fois à défaut, parce que quand même, bref. Nos textos, par exemple, sont très très loin des correspondances de Camus et Cassarès. Mais voilà, je le regrette. Mais ce qui est fou, c'est qu'en étant dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui est une langue de 1881, en fait, on arrive quand même à être moderne et naturel. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, il y a un truc dans l'écriture, dans ce que vous avez fait, qui fait qu'on arrive... J'y arrivais presque à être contemporain, alors que je suis dans une autre époque, mais parce que les mots que vous m'avez donnés, les situations... faisait que je pouvais être presque... Bonsoir. Et venez. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Non, mais et du coup, c'est un vrai terrain de jeu, de plaisir aussi, de pouvoir être dans une autre langue et une autre époque, mais sans avoir l'impression de fabriquer un truc faux. Je comprends. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, vous vouliez parler de la... Oui, de la conception aussi, même de la réalisation et des décors. Est-ce que monter un projet comme ça a été compliqué ensuite ? Enfin, disons que il y a eu un travail énorme qui a été fait, en fait, pratiquement 1 an de recherche. J'avais à peu près plus de 1200 images de référence et chaque scène était vraiment référencée avec des tableaux, des gravures, et puis et donc tout ça a été la nourriture pour tous les chefs de poste, en fait, autant dans les textures, les couleurs, les costumes, en fait, la lumière aussi,
les ambiances, etc. que j'essaie qu'il fallait que je retrouve, même la conception de la salle d'armes en fait, que j'ai rêvé en fait, que j'ai dessiné, qu'on a fait exister tel que je l'imaginais, tel que je l'imaginais dans le texte, dans le scénario, et c'est au plus proche en fait du film que j'ai imaginé en fait. J'ai dessiné tout le film juste pour et puis aussi il y avait toutes ces lectures en fait absolument magnifiques. J'avais l'impression que je m'étais créé une sorte de bulle comme ça d'un monde qui existait en fait, dans lequel je pouvais me promener presque d'une salle d'armes dans la rue en passant par un appartement. Donc tout ça était très présent dans mon imaginaire, et ça a été en fait le résultat d'énormément de textes aussi qui sont pas forcément publiés, republiés, mais qui étaient publiés. J'adore faire ça, faire des trouvailles de textes en fait où il y a eu juste seulement 30 exemplaires, hein, et on retrouve ce texte-là, et là tout coup, paf, donc on sent presque les odeurs de l'époque en fait. Et c'est vrai qu'à force de sentir les odeurs de l'époque, je pense que le film a ça aussi dans le travail de reconstitution. Et Damien parlait de constituer un casting avec des familles d'acteurs qui ne s'étaient pas forcément côtoyés. Est-ce que vous, c'était une volonté que vous aviez dès le départ de mêler des gens qui n'avaient pas forcément joué ensemble? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez construit le casting? Non, c'était pas vraiment une volonté. C'est pas, je pense que c'est pas comme ça qu'on fait un bon casting. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il faut surtout essayer de trouver l'acteur qui correspond, qui va pouvoir avoir une rencontre avec son personnage, en fait, où il va vraiment avoir un déclic qui fait que c'est et de trouver vraiment le bon acteur, vraiment la seule personne qui peut jouer ce rôle-là en fait. C'est terrifiant d'ailleurs, parce que si cette personne dit non, après on remet tout en question. Tu vois, c'est vraiment un truc très très particulier. Et avant d'aller vers un acteur, vraiment je vis avec en fait. Je passe du temps à digérer, à réfléchir, à vivre, à me réveiller, à relire, le truc comme ça. C'est vraiment un choix qui est profond, qui est un choix qui est tellement important, tellement crucial pour le film, de trouver le bon acteur pour le rôle, qu'à partir du moment ensuite où je rencontre l'acteur, comme ça a été le cas avec mon Diamant Brut, Damien Bonnard. Mais je dis Diamant Brut parce qu'en fait il amène quelque chose de... quand il arrive sur le plateau, qui va jouer dans une scène, il déchire, enfin, il est tellement présent, enfin, il est tellement là, il est tellement habité, c'est vraiment absolument magnifique. Et il y va comme ça, son filet. Et après, on essaie de construire un peu, mais tout est là. Et puis, je me souvenais aussi un jour, ça c'était aussi un des grands moments, c'était merveilleux. À un moment donné, il devait attendre, les acteurs, par moment, ils attendent, surtout dans un film comme ça, où c'est compliqué, où il y a des combats, tout ça. Puis je crois qu'il avait attendu, 6 heures, un truc comme ça. Et à un moment donné, je le vois, je me dis, je vais aller le voir, parce que j'étais un peu gêné de le faire attendre aussi longtemps. C'est la scène d'ouverture qui était très compliquée, tout ça. Et je m'approche de lui pour lui dire, je suis vraiment désolé. Et il se retourne et me dit, ah tiens, j'ai pensé, tu sais, pour le rôle, ça serait pas mal, non? Tu penses pas que ce serait... Et là, je me suis dit, oh là, il est tellement, c'est merveilleux. Il était juste dans le rôle, d'une générosité. C'est rare en fait. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? C'est un acteur d'une immense générosité. Et ça, c'est pour un metteur en scène, c'est précieux, vraiment précieux. C'est vraiment. Il faut être là les uns pour les autres. C'est un travail collectif qu'on fait, c'est un travail ensemble. Après, sur l'attente, je sais plus, c'est qui, c'est Claude Mathieu ou un prof de théâtre, qui a eu une grande école à Paris, je sais plus qui avait donné ce conseil. Si tu es acteur ou actrice, trouve une bonne chaise. Tu vas attendre, mais attendre, c'est pas attendre en fait. Attendre, c'est construire, c'est vivre avec son personnage. Donc après, on peut sortir son téléphone portable et aller sur des réseaux. Mais en vrai, moi, c'est pas ce que je fais. Mon téléphone, il est sur mode avion. Et en fait, et puis en plus, je trouverais ça horrible. Je pense. Un réalisateur qui peut voir une actrice ou un acteur sur un plateau d'un film en train de créer une œuvre d'art, qui est en train de regarder ses textos, ça fait ressortir un peu. On est en train de créer un monde, et c'est des choses qui peuvent le briser. Surtout quand c'est un film d'époque comme ça. Oui, mais après, chaque acteur
gère comme il fait comme il peut, ouais. en fait. Oui, Whatever works, comme disons dirait. que si on peut être le plus là où on est, que ça soit d'ailleurs quand on crée quelque chose ou quand on est à l'écoute de quelque chose. Moi, je sais que j'ai raté un des plus beaux concerts de ma vie, qui était un concert de Keith Jarrett, parce que les gens n'étaient pas là à ce moment-là. Ils faisaient du bruit, ils faisaient tomber leur téléphone, et on ne demande pas grand-chose. C'est 1h30 pour partager quelque chose avec quelqu'un. C'est pas un truc de fou, quand même. Et quand il disait tout à l'heure, artiste, c'est vrai que Damien, il a l'essence d'un artiste, en fait. Parce que finalement, c'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui a toutes ses antennes dehors et qui essaie de comprendre le monde dans lequel on vit, et puis d'être une sorte de réceptacle, en fait, tout le traverse, en fait, toutes les choses. Et donc, du coup, Damien, il est vraiment comme ça. Il est autant dans le monde de la peinture que dans le monde de la musique. Enfin, il y a tout c'est vraiment quelque... Comme toi. Oui, c'est vrai. Et comme toi. Mais et puis en plus maintenant, on tourne le temps ensemble, donc du coup on savoir de plus en plus les uns sur les autres. Non, mais c'est vrai, on parle beaucoup de sculpture souvent, de peinture, de musique. Mais c'est vrai que être artiste, moi je me souviens, j'aime bien parler de ça avec. Parce que c'était vraiment un moment important dans ma carrière. C'est quand j'ai fait ma première mise en scène de théâtre au Théâtre des Amandiers, et puis c'était pour une représentation unique, et c'était Wojciech de Büchner et Chéreau, Patrice Chéreau, qui était le directeur du théâtre à l'époque. Je le voyais faire les 400 coups alors que en train de regarder le spectacle que je le sentais très nerveux, et moi j'étais très nerveux parce que c'était ma première mise en scène, et que je le faisais avec tous les élèves du Théâtre des Amandiers, et ça a été un moment intense, très intense comme ça. Et puis et après, en fait, il m'a dit, écoute, Vincent, viens, on va discuter. Donc on se retrouve tous les deux dans son bureau du théâtre, et là, en fait, je vois qu'il regarde à travers la fenêtre dehors. Moi, je suis assis, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire que j'ai fait de la merde, en fait, et qu'il fallait pas que je perde mon temps. Mais en fait, non, ce qu'il m'a dit, il a essayé de me parler avec la sincérité, la plus belle des sincérités. Il m'a dit, tu vois, regarde dehors, là, c'est l'hiver, puis bientôt, là, la vie va reprendre, les bourgeons, les arbres, tout, la température va changer, les feuilles vont commencer à sortir, et puis tout ça va partir vers des éclosions, et puis ensuite les animaux, les insectes vont commencer à butiner, à faire que les plantes se parsèment un peu plus loin, etc., jusqu'à ce qu'on passe dans l'été, que les animaux, qu'on nourrisse les animaux, puis qu'ensuite ça repart dans cette chose de l'hiver. Puis après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ça continue. En fait, la même chose recommence, et ce cycle de la vie, en fait, nous, peut-être que les artistes, on le vit peut-être pas de la même manière que les non-artistes. C'est-à-dire que nous, en fait, on se posera la question, mais qu'est-ce que ça, c'est quoi le sens dans tout ça? C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on fout là au milieu sur une petite boule minuscule dans un espace gigantesque, un univers? C'est quoi le sens? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et c'est vrai que je pense que notre perception à nous, peut-être, et on est plus sensible, et peut-être plus fragile, et peut-être plus ouvert au côté effrayant de la grande question, en fait. C'est quoi le sens de tout ça, en fait? C'est quoi la vie, en fait? Je pourrais pas vous donner la réponse, malheureusement, ce soir. Je l'avais, mais je l'ai oublié chez moi, donc... Bah oui, mais voilà. Donc peut-être que... En fait, tu t'es dit, ça va aller, quoi. Alors du coup, peut-être que c'est dans la création, c'est peut-être essayer de trouver, en fait, peut-être c'est une manière quand Soutine peint, ou un tableau, qu'est-ce qu'il cherche à l'intérieur peut-être que il essaie de trouver une forme de raison, de perfection, en fait, l'expression de quelque chose qui nous dépasse, en fait, qui est presque de l'ordre du spirituel, en fait. Oui, puis je pense aussi que dans le film, Vincent voulait aussi un film spectaculaire. Il voulait faire du spectacle. Il voulait que ce soit... Parce que là, c'est vrai, on est rentré dans des sujets assez profonds, assez intellectuels, mais je trouve que le film, il a vraiment
une dimension de spectacle. Parce qu'on voit vraiment comment les enfants, comment les jeunes réagissent sur le film. Je sais que vous avez vu le film d'ailleurs, mais je vois qu'il y a vraiment, en tout cas, quelque chose en tout cas qui résonne chez vous. Je pense à croire que vous saviez ma prochaine question, puisque je voulais revenir sur ces séquences d'action. Vous avez je vous ennuie, moi, quoi. Mais, avec, non, mais moi je trouve ça passionnant. Je vous ai dit, on a vraiment 3 heures. Non. Je suis désolé. Non, je suis allé. Mais c'est vrai que. Mais non, mais je c'est à cause de lui. Nous, on est dans une émission de toute façon où on aime prendre le temps. Donc, si vous voulez développer quelque chose sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Karine a raison de nous ramener. Mais un peu plus sur un côté terre à terre, je comprends. Et c'est ça que j'allais vous demander. Voilà, c'est que vous avez des séquences de duels à interpréter. Vous, c'était quoi votre rapport à l'escrime? Et puis Damien et Vincent, oui. Vincent a besoin de reprendre un peu de force. J'avais aucun rapport avec ça, moi. Et en plus, je venais de terminer un autre film. Dans la vie, je suis gaucher. Ah oui. J'ai joué dans un film qu'on peut voir actuellement sur Arthur Rimbaud, qui a été réalisé par un réalisateur espagnol. Il y a un lien, parce que tu es espagnol un peu aussi. Bref, je suis arrivé avec un doigt en moins, déjà, qui est celui-là. Là. Donc voilà, celui-là, j'ai perdu un doigt sur un film. Donc déjà, je devais apprendre l'escrime. Je pouvais même pas être gaucher, parce qu'en fait, ce doigt-là, en escrime, il sert à tenir l'équilibre de l'épée. Donc déjà, j'étais quand même... Déjà, c'était mal parti. Et donc j'ai dû passer en droitier. Mais non, on a appris ça pendant 4 mois, donc avec Michel Carliez, accompagné d'Olivier Rémy Zéphir. En fait, il y avait Michel d'un côté et son équipe qui nous apprenait les chorégraphies que vous aviez dessinées ensemble et pensées pour le film, parce que chaque duel a sa personnalité, tout ça, donc j'avais la mienne, pour mon duel. Donc on a passé 4 mois, à raison de 3-4 fois par semaine, je pense, d'escrime, plus un travail de maintien physique pour que les muscles tiennent aussi, parce qu'on n'était pas à l'abri d'une tendinite pendant le tournage, quelque chose qui peut foutre en l'air le film. Parce que d'un seul coup, si on a un bras coincé qu'on ne peut plus rien faire, ce qui est arrivé sur des films d'escrime. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Sur le film. Voilà, sur le film, ça t'est arrivé. On va en parler. Je vais te passer le micro. Mais non. Du coup, la question, c'était est-ce que j'avais une connaissance de tout ça? Non. Maintenant, je me débrouille à peu près. J'ai pas encore refait de duel depuis, mais non, mais en vrai, il y avait l'idée, c'était quand même de pouvoir le faire le maximum par nous-mêmes, de pouvoir y aller pleinement, donc avec des doublures aussi en face. En fait, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est de faire un maximum de choses aussi qu'on pouvait faire par nous-mêmes, donc en apprenant, parce qu'on ne devient pas escrimeur en 4 mois, c'est pas vrai, mais on peut apprendre une chorégraphie, on va dire, et en tout cas aller le plus loin qu'on puisse, et puis de faire ça avec en face des escrimeurs qui, eux peuvent rattraper la chose si jamais on n'est pas au bon endroit, parce que c'est vraiment, c'est des endroits très précis et où on peut aussi se blesser, mais je sais pas si je réponds à la question. Ah bah si, en tout cas c'était... et vous nous parlez même de comment ça se passait sur le tournage, donc et puis voilà, puis j'ai eu la grande joie qu'on m'offre à la fin du tournage l'arme de mon duel qui est chez moi, que je suis pas encore sorti dans Paris la nuit avec, mais j'ai ça chez moi. Mais non, j'ai découvert une discipline et tout un art, mais comme on peut le découvrir dans quelques sports comme ça. Et puis guidé par quelqu'un d'incroyable, Michel Carliez. Ah, je pensais que tu allais dire moi. Non, mais toi aussi, bien sûr, mais c'est vrai qu'il a... Mais d'ailleurs, Michel qui joue dans le film, et c'est marrant parce que... C'est vrai que Michel Carliez... C'est un immense maître d'armes. Oui, et puis c'est marrant parce que tout ce qu'il nous a appris, on le voit dans le film, il joue dans le film quand il apprend aux escrimes, quand il leur parle de l'oiseau qu'il faut tenir mais pas trop serré, et en même temps libérer. Et moi, il a arrêté, moi j'étais un gros bourrin. Moi j'étais trop bourrin pour lui, il a arrêté de passer son temps à me dire mais léger Damien, léger. Mais en même temps c'est le personnage, c'est-à-dire que lui... Ferdinand Massat que Damien incarne est un fonceur en fait. C'est quelqu'un qui quand il arrive dans son duel en fait c'est une sorte de taureau dans l'arène quoi. D'un coup là il fonce et il veut tout détruire. Et c'est vrai qu'il est très impressionnant dans le film. Qui essaye de se barrer quand même plusieurs fois, enfin qui essaye de faire qu'il n'y ait pas de... Ouais, au départ. Mais une fois qu'il y va, il y va. Hein. Et le duel est très impressionnant dans cette grange. De toute façon, il faut toujours se méfier des gens qui ont peur.
C'est les pires. C'est vrai, ils sont redoutables. Damien, vous avez l'air de vous être beaucoup investi dans ce film, et en général, dans tous vos films. Mais il y a une scène du film, moi, qui m'a particulièrement... Où je suis pas investi. Non, pas du tout. La question est toute autre. Il veut savoir si vous étiez vraiment investi dans cette scène. La question, c'est la scène du massage. Ouais. Ah. Est-ce que c'est doublure fesse ou c'est pas doublure fesse? Eh ben alors, c'est pas doublure fesse, et ça devait être serviette sur les fesses. Et j'ai moi-même, je t'ai dit, on va faire tomber la serviette. Non, il n'y a pas de serviette. Oui, mais il y en avait une qui était prévue. Dans mon piège. Non. Je voulais tes fesses. Oui, mais il y en a une qui était prévue. Que ce soit toi qui me le propose. Ah oui? Non, les gars. Il vous a manipulé. Je suis pas exhibitionniste du tout, mais en fait, je trouvais ça tellement important que ce personnage parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'autorise pas à, même ne serait-ce qu'à être ce qu'il est, ou même à penser qu'il pourrait l'être, et qui est son rapport aux hommes. Mais c'est jamais dit, mais c'est très bien que ce soit pas dit. On en parlait tout à l'heure, c'est toute la construction qui est en dessous, et il n'y a pas besoin de tout dire dans les films. D'ailleurs, c'est insupportable, tous les films qui expliquent tout déjà dès le départ. Et effectivement, mais on l'a fait à plusieurs endroits. On l'a fait aussi dans le travail de mon costume de musculation, qui devait être un col assez haut. Et en fait, avec la costumière, on s'est amusé à l'agrandir, parce que je me suis dit, tiens, inconsciemment, cet homme, il a envie que les hommes s'arrêtent sur son corps, mais il le dira jamais, il le pensera jamais, mais c'est plus fort que lui, ça vient comme ça. Et le massage, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait la question d'une serviette pour mon intimité, mon confort sur le tournage, je pense. Et moi, je me suis dit, mais non, au contraire. Et celui qui me masse, pour aller jusqu'au bout, c'est Olivier, donc, qui était notre préparateur physique, et qui, en fait, pendant notre prépa physique, faisait en sorte qu'on n'ait pas de courbatures, qu'on n'ait pas de tendinite, tout ça, mais qui aussi, après chaque séance de sport, faisait des massages, non pas de mes fesses, mais plutôt des pieds, des avant-bras, des endroits qui peuvent être problématiques pour l'escrime, et qui est venu dans le film, parce qu'en fait, il était parfait pour ce rôle d'entraîneur dans le film. Et donc, il y a eu cette scène de massage qui s'est faite avec lui. Donc, c'est une espèce de boucle du réel et la fiction où tout se mêle. Oui, comme pour le chorégraphe du coup qui joue aussi à l'intérieur du film. Le préparateur physique, Olivier. Mais aussi Michel qui joue aussi dans la salle d'armes. En fait, ce que j'ai voulu faire infusé dans le film, en fait, je voulais que ma vie à moi aussi qui est une sorte de logique, enfin de faire rentrer la vie dans le film. Et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai proposé à Olivier, donc leur préparateur physique, de faire cette scène-là, pour moi c'était logique par rapport à l'histoire du film. Et puis il y a même d'autres personnages. J'ai un ami à moi qui n'est pas du tout acteur en fait, à qui j'ai demandé de venir pour jouer un des gars qui travaille dans ce monde publicitaire un peu de la presse de l'époque. Lui il vient de la publicité, lui il vient de la publicité, mais le fait d'avoir pris un vrai homme d'aujourd'hui qui vit dans le monde de la publicité et qui est journaliste et qui est là toujours en train de chercher le scoop qui va faire vendre, le fait juste de l'emmener lui à l'intérieur du film alors qu'il n'est pas acteur. Par exemple, le gars qui reçoit le coup de poing dans la rue. Oui. Le gars qui reçoit le coup de poing dans la rue. Il s'est déjà reçu un coup de poing dans la rue comme ça. C'est pas un acteur, c'est mon avocat. Ah, vous avez un problème avec votre avocat alors peut-être. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec mon avocat. C'est-à-dire c'est son métier en fait de négocier, etc. Et donc du coup il y a une sorte de, je voulais faire venir comme par exemple le petit assistant qui prend les affaires et qui amène le dernier cartel dans le film, Gabriel Ecoffet, qui est le fils de mon ami, mon grand ami Jean-Philippe Ecoffet. C'est vrai que le fait de le faire rentrer dans le film aussi, pour moi c'était une manière de l'ouvrir à la vie et de laisser la vie rentrer dans le film. Je voudrais revenir quand même 2 secondes sur les affrontements. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de retenue dans votre façon aussi de filmer, et même j'ai trouvé ça très beau du coup, même dans l'absence totale de musique, ce qui est très rare dans les scènes d'action contemporains. C'était quoi le but derrière donc ces séquences, et notamment l'absence de musique à part les ambiances sonores? Des choses qui sonnent presque comme un chronomètre, du temps qui passe et qui s'accélère et qui se... Oui, en fait, déjà, je trouve que
les sons. En fait, on dit que les épées chantent et qu'il y a tout un espace sonore, une sorte de musicalité de par les lieux, de par les armes, que ce soit le fleuret qui siffle, l'épée qui teinte, et puis le sabre qui tranche comme ça. Enfin, c'est des sonorités qui sont très différentes, avec les sols qui sont à chaque fois aussi différents, et les ambiances aussi des éléments. Donc du coup, ça faisait vraiment partie de la, je dirais, de la mise en tension, et ça allait avec la dramaturgie la musique. En fait, la manière dont on se sert de la musique dans le film, c'est les frères Galperine qui sont absolument géniaux. Enfin, c'est des compositeurs, j'ai tellement eu de la chance, parce que ils ont une manière de travailler qui est très moderne, mais en même temps ça fait pas moderne. En fait, c'était juste parfait. Mais l'idée, en fait, c'était de jamais, en fait, que la musique illustre l'émotion du film. En fait, il fallait, sauf vers la fin, dans le dernier combat, où il fallait quand même un peu ajouter de la tension, mais disons que c'est vrai, c'est pas du tout une musique illustrative. Et le travail du son, d'ailleurs, sur le film est vraiment absolument exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail. Pour moi, c'est une forme de chef-d'œuvre du son, ce qui s'est passé sur ce film-là, parce que j'ai vraiment été entouré. On a vraiment travaillé sur des sons qui sont vraiment exceptionnels, en fait. On est allé vraiment chercher des choses incroyables. Et puis, il y a une sorte de mosaïque entre les sons de bruitage qu'on est allé chercher, les sons directs, et puis les bons, bref, en fait, voilà. Mais ça se ressent, ce côté très organique du film, et voilà. Et en plus, ça amène ce côté organique du film qui était déjà dans l'écriture. D'ailleurs, les sons étaient dans l'écriture. Et vous parliez tout à l'heure un petit peu vous avez commencé à parler du film de KPDP, et c'est vrai qu'il y a un petit revival en ce moment. Il y a les Trois Mousquetaires, d'ailleurs, la deuxième partie qui va sortir à peu près en même temps que vous. Quel regard vous portez sur ce retour sur ce style de film? Alors, le film de Vincent est un film de sport, c'est un film d'épée, mais c'est pas un film de KPDP. Il n'y a pas de cap déjà. La KPDP, c'est les mousquetaires. Pour que tous ceux qui nous moi, j'adore les films de KPDP, hein, j'ai aucun problème, hein, j'adore les films de KPDP. Simplement que KPDP, c'est mousquetaire, donc on est 17e siècle. Là, on est fin 19e. Hello. Non, je déconne. Vous comprenez que dans l'inconscient collectif, les gens le relient aussi, c'est ça. Cette faute et les associer ensemble pour qu'on ne soit pas du tout exactement. Un film de KPDP. Donc, non, je plaisante, bien évidemment, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on fait, à partir du moment des épées, on dit KPDP, mais c'est vrai que c'est un genre. Mais en même temps, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça a été un genre. Et c'est un genre, en fait, qui a plus vraiment été. Et qui n'a pas eu de film d'épée. Et qu'en fait, l'idée avec ce film, c'est peut-être, je pense qu'on est passé à côté d'un genre dans le cinéma français qui est notre western à nous, quoi. Notre western, notre film d'art martial. Enfin, ce monde-là était quand même très présent. Enfin, ça existait depuis le Moyen-Âge, effectivement. Le duel existait. Le dernier duel en France, c'était en 1967. Par un certain Gaston Defer, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes comme ça, et notamment la période du film, qui est l'âge d'or du duel, qui n'a jamais été exploré au cinéma. Donc je suis très 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 heureux, vraiment. Pour moi, c'est juste merveilleux de pouvoir d'avoir pu faire ce film. Bon, on verra si du coup ça se propage et si ça se poursuit, ce nouveau style de film que vous inventez. Peut-être, qui sait. Tu avais une question, Lucas? Non, ah, ça y est, toi tu viens pour une question et ça y est, tu peux y aller si tu veux. Non, non, mais bon. Je voulais savoir aussi si vous travaillez déjà sur un nouveau projet, du coup, si vous êtes là concentré que sur ce nouveau film. Non, on travaille sur plusieurs projets, oui, effectivement, dont certains d'ailleurs rentrent en casting. On n'est pas loin d'être proche du casting. Et toi? Moi, je viens de terminer beaucoup de choses. Pour l'instant, on a le plaisir de pouvoir partager ce film. Ce qui est une chose rare, parce qu'enfin, après, j'ai jamais fait de théâtre, donc je saurai bientôt, mais je pense qu'au théâtre, tu peux sortir de la pièce et échanger avec les gens qui ont été là, qui ont vécu ça. Nous, au cinéma, à part les commentaires sur Internet et 2-3 articles, les retours réels, voilà, on les a pas. Donc là, on a la joie de pouvoir faire ça, d'avoir maintenant ce qu'on appelle des Q&A.
Mais non, mais voilà, des moments de discussion avec le public, ce qu'on ne peut pas avoir à d'autres moments, puisqu'en fait, une fois que le film est lancé en salle, c'est fini, les discussions, elles n'ont plus lieu. Cela dit, c'est vrai qu'on a fait beaucoup. On a fait une grosse tournée. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est assez... c'est merveilleux de pouvoir échanger après les projections du film. Et c'est vrai que l'impact du film, on sent que les gens sont vraiment surpris par ce film-là. On a le droit de vous poser une question ou pas? Bah oui, bien sûr. Vous avez vécu comment le film? Bah, moi personnellement j'ai plutôt apprécié le film et j'ai trouvé donc les combats bien réalisés surtout, et puis même le retour dans la fin du 19e siècle, j'ai trouvé ça c'était plutôt pertinent, notamment au niveau des dialogues et puis même de l'incarnation des personnages par les comédiens et comédiennes, que j'ai trouvé vraiment, vraiment réussi. Et souvent c'est casse-gueule de faire des films d'époque. Non mais c'est vrai, c'est casse-gueule, ça peut être casse-gueule, et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur les dialogues, tout ça, c'est vrai que vous évitez pas mal de ces points-là où ça aurait pu être casse-gueule. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est mon moment un peu fanboy, mais je suis très fan du travail de Damien. Okay. Donc en général, voilà. Mais non, j'ai trouvé même Doria Tillier, Roche Dizem, je trouve que les acteurs font un travail hallucinant. Et puis les séquences de duel m'ont vraiment happé. J'ai vraiment été pris dans le truc, que ce soit par la mise en scène, par justement l'ambiance sonore. Le montage aussi. Le montage. J'ai vraiment trouvé ça très prenant. J'ai vraiment été dedans du début à la fin. Moi, j'espère que j'aurai l'occasion qu'on me propose un Gremlins 3, parce que je vois que tu as un très joli pull Gremlins. Le 1 et 2 étaient géniaux, et j'adorerais pouvoir faire le 3. Non. Il y a une série qui est sortie, mais c'est pas les films qu'on a connus, quoi. Ouais. On parle de votre parcours un petit peu américain. Je crois que tu avais une question là-dessus, Lucas. Potentiel parcours américain dans Gremlins 3, peut-être un jour, s'il existe. Mais moi, c'était pas vraiment une question, mais vous êtes dans un film qui vient d'être nommé aux Golden Globes, quand même. Ah bon, lequel? Poor Things. Poor Things. Ah ouais, c'est bien possible. Bon, vous vous en foutez, donc ok. Pas du tout. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté de votre part, parce qu'on vous a vu chez Wes Anderson, Yorgos Lanthimos, Christopher Nolan. La seule volonté de ma part, j'ai eu un seul prix dans ma vie, enfin un des prix là, et César. Et moi j'ai le prix des Lumières. Le prix des Lumières, c'est la presse étrangère, donc ça veut dire que c'est le plus important que le César, parce que ça veut dire que c'est un film qui a été vu, apprécié et qui a été compris dans d'autres cultures et d'autres pays. Donc du coup, c'est pas franco-français. J'ai eu ce prix-là pour rester vertical. Pour rester vertical d'Alain Guiraudy. Donc j'ai pas du tout de rêve américain, je serai jamais américain, je suis français, je peux jouer en anglais, mais non, ce qui m'éclate vraiment, c'est de réussir à faire des choses avec des gens qui ont une autre culture, et donc qui n'est pas la mienne non plus, qu'on se comprenne et qu'artistiquement on arrive à faire des choses ensemble. Donc c'est vrai que j'ai fait des choses avec Wes Anderson, avec Yorgos Lanthimos, là je viens de faire un film avec Kiyoshi Kurosawa. Je viens de faire un film avec Pedro Aguilera qui est d'Espagne. Peut-être que l'année prochaine ce sera l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne. Je sais pas, en fait, ce qui m'éclate. Le tour du monde de Damien Bonnard. C'est justement non, mais c'est le truc de l'art, c'est de pouvoir, quand on arrive à faire des choses ensemble alors qu'on n'est pas de la même culture et qu'on n'a pas les mêmes structures de pensée, tout ça, mais qu'on arrive à faire un truc ensemble. En vrai, c'est très riche. Après, si on me propose Gremlins 3, je le ferai. Mais voilà. Mais dans un rôle de... J'ai pas compris. De Gremlins, dans un rôle de Gremlins. Ah non, je jouerai l'humain. Parce qu'il peut tout jouer, c'est ça qui est extraordinaire avec Damien, c'est qu'il peut tout jouer. Je vais sortir un petit peu du long métrage pour finir. Il y a une figure du cinéma français qui est actuellement dans le collimateur, je pense que vous voyez où je vais vouloir en venir, Gérard Depardieu. Karine Silla, vous avez partagé une partie de votre vie avec, vous avez même eu un enfant ensemble. Vincent Pérez, vous avez joué avec lui. Est-ce que vous avez vu déjà le complément d'enquête qui traite de Gérard Depardieu ? Non. Est-ce que vous avez regardé? Et moi, en fait, ce que je déplore aujourd'hui, mais ça, c'est à titre vraiment pas du tout personnel. En fait, la seule façon que j'ai eu en fait d'aborder ma vie dans tout ce que je fais, c'est je travaille très très longuement pour essayer d'aller le plus profondément possible. Et en fait, c'est ce que je fais dans mon travail de scénariste, c'est d'essayer d'apporter de la complexité et de l'ombre et de la lumière dans les personnages. Donc, j'essaye donc, c'est pas une réhabilitation des personnages, mais j'essaye ce qui m'intéresse, c'est les différentes couleurs, les différentes strates. Et en fait, ce que je déplore un petit peu aujourd'hui, c'est la rapidité, le travail non fait. En fait, moi, j'ai un problème avec le travail qui est rapidement fait. Et donc, du coup, là, il y a un complément d'enquête
et voilà, c'est ça, c'est le personnage. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, et puis après, par exemple, moi j'ai une fascination pour les procès. J'adore, et puis parallèlement, moi j'ai fait une activité, j'ai travaillé 20 ans dans les prisons, j'ai travaillé beaucoup sur les problèmes de réinsertion de différents personnages, à différents prisons de femmes, prisons d'hommes, les prisons d'adolescents. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont énormément enrichi à tous les points de vue. Et il y a un truc qui m'a toujours fasciné dans les procès, c'est le temps que prennent toutes les parties de travail, que ce soit le juge d'application des peines, les avocats, le procureur, et qui essayent d'éplucher qu'est-ce qu'un, par exemple, un crime, un homicide. Est-ce que c'était une intention de donner la mort? Et là, on réfléchit pendant des mois, et puis on inspecte, et puis on regarde. Là, aujourd'hui, on est dans une culture BFM. Alors là, on sort un truc, et puis c'est ça. Alors les gens on les condamne. Mais que ce soit Gérard Depardieu aujourd'hui, que ce soit Florence Cassel hier, Florence Cassel, elle débarque, on la voit avec ses longues chevelures rousses, elle n'est pas en train de pleurer, on dit elle est coupable. Mais c'est grave de mettre les gens comme ça de pas faire le travail de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Donc, est-ce que Gérard Depardieu est Guy Georges? Est-ce que Gérard Depardieu est Dutroux? Est-ce que Gérard Depardieu est tout simplement un homme qui vient d'un milieu social déjà où il a été humilié par une bourgeoisie dans un pays, dans une ville de province où ça a été compliqué, dans lequel il a évolué? Est-ce que Gérard Depardieu n'est pas seulement un grand poète? Gérard Depardieu est aussi un être humain extraordinaire. Donc quand je vois très très vite, parce que moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux à cause de la rapidité justement et cette fraction, ces fragments de jugement qu'on entend toute la journée, on fragmentise en fait les choses. Et donc, il y a quand même des affaires qui sont là depuis maintenant quelques années. Il y a des affaires, il faut être absolument précis, il y a une affaire qui est en cours de jugement avec la justice. De l'autre côté, il y a une vidéo d'un homme qui, comme un syndrome de la Tourette, fait des commentaires que je reconnais étant des commentaires qui... mais on doit essayer, en tout cas, moi, mon rôle en tant qu'écrivain, mon rôle en tant que scénariste, et c'est le travail que je donne aussi à un metteur en scène, chaque personnage, comme on vous dit, le personnage de Damien Bonnard, pour en revenir au film, on pense, est-il homosexuel? Peut-être. Moi, en regardant et en lisant, par exemple, les articles qu'il écrivait sur Marie-Rose Astier de Valzer, je me disais, un homme qui est tellement acharné sur cette sexualité, qui la traite de lesbienne en permanence, il a forcément un problème avec sa sexualité. On l'induit dans le personnage. Est-il homosexuel? J'en sais rien, ça ne me regarde pas, c'est pas mon intimité. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se sent habilité de faire partie de la table du tribunal sans avoir fait le travail, d'avoir passé des mois et des mois à essayer de comprendre et de savoir d'où viennent les choses. Est-ce qu'une personne qui fait ça est aussi une personne... vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, moi, c'est pas... et c'est mon attitude en général dans la vie, et c'est mon attitude depuis que je suis enfant. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. On termine toujours par une question rapide. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Est-ce qu'il y a un film que vous avez vu récemment? Un très joli film qui s'appelle Le Ravissement. Ouais, Iris Kaltenbach. Ouais, vraiment très magnifique. Beau film. Ça a vraiment été vraiment une belle surprise. Ouais, non, j'ai pas encore vu Le Ravissement. J'ai un peu de retard là, sur les films, force d'en faire. Mais le dernier film qui m'avait quand même, que j'ai encore en tête là, c'est Boys Afraid. Ok, avec Joaquin Phoenix. J'avais adoré Boys Afraid aussi. Et c'est ça, c'est le dernier que j'ai vu. Ouais, d'ailleurs, j'ai hâte de voir le film de Yorgos.
comment il s'appelle Poor Things. Ouais, Poor Things. Ah ouais. Oui, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça, c'est vraiment, je trépigne. Moi, je dirais que mon grand choc, mes chocs, en fait, ça vraiment, j'ai vraiment adoré la Palme d'Or. Anatomie d'une chute. L'Anatomie d'une chute. J'ai trouvé que c'est vraiment un film absolument remarquable. C'est du grand cinéma. Et l'autre choc que j'ai eu, c'est Les Herbes sèches. Qui est, je pense, aussi un très grand film. Donc, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, justement, quand pour revenir sur l'anatomie d'une chute, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai une amie écrivain qui m'a dit, pour moi, j'ai adoré le film, mais je l'aurais peut-être appelé Autopsie d'une chute. Et c'est vrai que j'ai adoré la façon dont on a absolument disséqué cette chute, cet accident. Et c'est vraiment, ça c'est tout ce que j'aime, en fait, c'est tout ce que j'aime. Moi, pardon Justine, parce que j'ai pas encore eu le temps de le voir. Et non, mais j'aime le cinéma de Justine Triet depuis le début et je m'engage à le voir très vite, mais je vais pas mentir, je l'ai pas vu. Bon bah à rattraper alors. Merci en tout cas, Une affaire d'honneur est actuellement en salle et merci à vous trois de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions et d'avoir pris le temps de le faire. Merci à vous. Merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.